Cube Radio. Tu sais qu'on est niaiseux, Sophie? Comment ça, on est On niaiseux? aurait pu faire de l'argent avec ça. On aurait pu demander aux gens de payer pour écouter ce balado-là. Habituellement, ils sont gratuits, bien sûr. Mais ça, on aurait pu demander aux gens de payer. Et sais-tu quoi? Les gens auraient payé. Pour être un petit oiseau, pour assister à ce souper-là. Ben, hey, pour écouter là, ce qu'ils ont à dire, là, c'est les deux plus grandes gueules qu'on a reçues. Ensemble, écoute, c'est... Nitro et glycérine. Oui. Éric Duhaime et Mathieu Bock-Côté. Écoute, c'est très drôle parce que je pense que vraiment, il y a des gens, ils vont s'étouffer dans leur cravate en entendant ces propos-là. C'est deux infréquentables, en fait. C'est deux personnes qui ont plein de choses en commun. Entre autres, d'avoir été annulés, un dans un cégep, l'autre à l'université. Ils devaient donner des conférences, participer à des conférences. Ils ont été annulés par des petits lapins incapables de supporter des opinions contraires et des opinions différentes. Et moi, je suis content parce que c'est probablement deux personnes qui sont encore plus détestées que moi par certaines personnes. Par certaines personnes. Par certaines personnes. Ben oui, parce Bien qu'il sûr. y a plein de gens qui t'aiment aussi. Et les gens qui aiment beaucoup Éric, je pense, n'aiment pas Mathieu et vice-versa. Ben, non? c'est que c'est deux personnes qui sont infréquentables pour des raisons différentes. Ils ont une chose en commun. En tout cas, les deux parlent super vite. Mais ils n'ont pas le même genre de vocabulaire. Tu sais, vraiment, Mathieu, c'est des phrases à rallonge avec des mots de 6 pieds de long. Éric, il parle comme Monsieur Tout-le-Monde. C'est vraiment complètement différent. C'est deux polémistes, même si je sais que Mathieu déteste ce mot-là. Parce que Mathieu, il dit, un polémiste, c'est quelqu'un qui se querelle pour se quereller. Et il refuse cette étiquette-là. Oui, c'est vrai. Et ça c'est plus Éric. Éric, c'est un provocateur. Éric aime la controverse, puis quand il n'y en a pas, il en crée une. Oui. Il aime ça, être au centre des controverses. Et Mathieu, au contraire, se retrouve dans des controverses à corps défendant parce qu'il déteste ça. Mais c'est un homme qui est à l'aise dans le monde des idées, mais qui, en plus, dans la vie de tous les jours, est un gars absolument rigolo, charmant, charmeur et absolument adorable. Mathieu, mais drôle. je veux juste revenir sur Éric. Te rappelles-tu, il y a plusieurs années de ça, j'avais écrit un article dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, à propos d'Éric Duhaime. Il avait fait un lancement de livre. Il avait eu besoin de protection policière parce qu'il y avait eu des menaces de mort parce que les gens avaient su où il faisait son lancement de livre. Et il y avait, encore une fois, des petits lapins, mais même si à l'époque, tu les appelais pas comme ça, qui avaient, sur sa page Facebook, fait des menaces. Et il avait vraiment très peur. Et la police a pris ces menaces très au sérieux. Et écoute, Mathieu un lancement de livre en présence policière. Moi, je capotais. Lancer un livre aussi dans une librairie ou prononcer une conférence dans une librairie. Et puis finalement, ça a été annulé parce que les propriétaires de la librairie avaient trop peur des cancers. Oui, qu'on peut Et pas tout les ça. blâmer. Je veux dire, t'as pas envie. Puis, Ah ben, taboire! oui, j'ai cassé mon Ah bouchon. ben, taboire! C'est toujours moi qui fais ça habituellement. Ouais, mais c'est la faute du bouchon. Si notre couple survit à la pandémie, ça va être quand même, tu sais, Ça va être incroyable. ça va être incroyable, hein? Incroyable. Parce que le niveau de chicane en temps de pandémie... Non, mais on peut en parler, Richard, quand même. Moi, je En chicane temps, plus. en temps de pandémie, ben, c'est parce que c'est dur. C'est parce que normalement, on a des exutoires, tu sais, on voit du monde, puis tout ça, mais là, on est vraiment pognés les deux ensemble. T'es tout le temps à la maison. T'es tout le temps là. Il n'y a jamais un moment où t'es pas là. T'es tout le temps là. Je te tombe ses nerfs, dis-le. Non, mais... Parce Dis-le que toi, que tu je te fais tombe ton sur les émission nerfs. de la maison. Fait que Ben moi, oui. je pars de la maison le matin. Ben oui. Je vais à Cube Radio, je fais mon émission, je reviens. Qui est là? Bobonne. T'es tout le temps là. Mais c'est pas Voilà. grave, moi, je t'aime. Parce que j'aime ça parce que toi, tu pars. Tu sais, quand... Oui, tu c'est pars ça. le matin. Toi, Moi, t'as un j'aime petit ça. peu de moment tout seul à la maison. Ah, c'est ça. C'est pour ça que t'es pas du monde en ce moment. Parce que t'as pas tes petits moments tout seul. Je peux pas faire des folies. Ah, pauvre toi. Chanter Bon. à voix haute. Tout ça. Bon, c'est quoi ce vin-là? C'est du glouglou. C'est quoi ce vin-là? c'est quoi? Farnito, Carpinetto. On va trinquer au fait que notre couple a survécu jusqu'ici. Du vin italien avec des sushis? Mais pourquoi pas? C'est une suggestion de Patrick Désy Il est de bon. Méchant Raisin. Il doit connaître ça mieux que nous. Alors moi, je pense qu'il faut trinquer à deux personnages infréquentables, honnis, mis au banc de la société, explosifs, toxiques, Pestiféré. pestiférés, comme nous! All Yes. right! Ouais.
Bonsoir. Bonjour les infréquentables. Ça va bien? Les infréquentables fréquentés, à la différence des fréquentables infréquentés. Ouais, on est très content de vous avoir. Bienvenue chez nous. Merci de l'invitation. Non, mais c'est assez particulier quand même, parce qu'habituellement, on fait ça chez nous, dans notre chez Ben nous. oui, c'est un vrai chez vous. Mais là, une salle de conférence, mais vous remarquerez quand même la nappe, les petites serviettes, les bougies, même le petit casse-noisette pour donner l'impression que c'est chez nous. Ben oui, c'est vrai, les bougies, je les reconnais en plus. Oui, parce que c'est déjà vu chez nous. Et c'est le seul balado qu'on fait sous escorte policière. Ah oui, c'est Parce qu'on a ça. peur des cancers, on a peur des protestants. Des protestants? Mais non, des protestataires. On a ça en Voyons. commun, protestant. Dans un État laïque, il n'y a pas de ça. Hey les amis, c'est assez rigolo parce qu'il y a un de nos patrons ici à CUM, quand on lui a dit qu'on vous avait tous les deux comme invités, Éric Duhem, Mathieu Bock-Côté, il a fait une blague que je trouve très drôle. Il a dit, il y a des petits lapins qui vont mourir quelque part quand ils vont apprendre qu'on a réuni dans une même pièce Sophie Durocher, Richard Martineau, Mathieu Bock-Côté et Éric Duhem. Vous êtes comme deux personnages. On est quatre Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ben on n'est oui. pas deux, on est quatre. On est Ben deux oui. Exclu pas du club, chère Sophie. Non, mais c'est parce que vous êtes plus dans l'actualité ces temps-ci que moi. Mais nos visages sont sur le même jeu de dard. Mais vous vivez ça comment, la controverse, tous les deux? Ben, moi, honnêtement, je passe beaucoup de temps à Québec. Je passe peut-être un peu plus que la moitié de mon temps à Québec. Puis là-bas, t'es Québec, pas controversé. c'est le contraire. Les gens viennent me voir, ils sont gentils. J'ai beaucoup d'appui, beaucoup de... Fait que c'est pas... Quand je suis à Québec, je suis comme dans un autre univers. C'est juste quand je suis à Montréal, puis maintenant, on n'a plus d'appartement au centre-ville de Montréal, on est en banlieue. Donc, je le sens beaucoup moins. Écoute, ça fait je sais pas combien de semaines je suis pas venu à Montréal, là. Québec, c'est vraiment différent. J'ai animé pendant 3 ans à Choix, donc je faisais des fois des allers-retours. J'allais à Québec. Et je le dis souvent, à Montréal, quand quelqu'un traverse la rue pour venir me voir, j'ai toujours peur qu'il me casse la gueule. À Québec, c'est pour me demander un autographe ou pour Te me donner dire la merci. main, un tout ça. selfie. Mais je vais là, à l'extérieur de Montréal, je peux me traverser pas en tout. C'est ça. Non, mais c'est qu'il y a un petit milieu auquel nous appartenons par la bande à certains égards, le milieu universitaire et médiatique, qui fonctionne selon des codes d'un sectarisme inouï. C'est-à-dire, c'est un milieu qui qu'il y a toujours besoin d'un bouc émissaire, qu'il y a toujours besoin de diaboliser quelqu'un, qu'il y a toujours besoin du méchant du moment. Et à partir de ce moment-là, il y a presque un rituel d'appartenance. Et pour montrer qu'on appartient au milieu, il faut dire du mal de la personne en question. Tellement. Et ensuite, le curseur peut changer. Ça peut être le tour de Sophie. Quand quelqu'un qui se prend pour un humoriste sur Twitter ou Instagram décide d'y tirer dessus, ça peut être mon tour, ça peut être le tour de Richard. Ça arrive même sur le tour d'Éric, qui est un peu à l'écart, si je me trompe pas, cela dit, de ce milieu plus particulièrement. Mais ça fait partie, c'est une machine à diabolisation. C'est comme ça. Et ils ont besoin de ça. C'est un rituel d'entrée dans le code. Vomissez sur lui et vous aurez droit d'être admis. Si vous ne vomissez pas dessus, c'est louche. C'est incroyable. Mais en même temps, là, je vais faire l'avocat du diable 2 secondes. En même temps, comme moi, là, quand j'ai décidé de replonger en politique, les gens autour de moi, mes organisateurs, mes amis, tout ça, ils paniquaient puis ils avaient très peur de la critique. Mais en même temps, c'est ce qui fait aussi notre succès. Bien sûr. En quelque part, il faut les remercier parce qu'ils font, sans s'en rendre compte, ils font souvent notre publicité. Moi, c'est sûr que, tu sais, je veux remplacer un chef qui s'appelle Adrien Pouliot qui était pas sur cette liste-là, OK? Et lui, il réussissait pas à percer l'indifférence. Et moi, quand je suis arrivé, parce qu'ils se sont mis à hurler contre moi, ils ont fait en sorte que tout le monde sait que je suis candidat aujourd'hui. Ben tout le oui. monde en parle, pas 2 semaines consécutives, ils ont mis ma face. Ils m'ont pas invité, mais ils ont mis ma face 2 fois, puis ils ont parlé de moi, puis ils ont cassé du sucre sur mon dos. Mais les gens à qui moi je m'adresse, puis que je veux séduire, ils comprennent le message, ils sont bien contents quand ils me voient ma Enfin, face. c'est pour ta campagne de marketing, Ben oui. en fait. Moi, tu j'aurais dis comme payé pour avoir de la pub Ben, comme c'est celle-là. sûr. Ouais, mais bien franchement, peut-être si on se lance en politique, il y a un bon usage de la controverse, j'en doute pas. Mais cela dit, Mais attends, il génère du clic pour toi aussi, Mathieu. oui, la là. question est pas là. La question est qu'à un moment donné, certains peuvent peut-être trouver plaisir à l'idée d'être toujours sur la liste des pestiférés avec tous les rituels, les injures. Ensuite, on peut aussi être très affecté par ça. Moi, je pense qu'il faut surtout faire face. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est faire face, avoir auprès de soi des gens qui tiennent à nous, auxquels on tient, le petit milieu avec eux. Oui, ça, c'est sûr. Et pour le reste, c'est s'enthousiasmer à l'idée de la prochaine controverse, les torrents quand même de haine qui peuvent tomber dessus. C'est pas publiquement. agréable. C'est pas si agréable que ça. Je veux pas victimiser, on fait ce qu'on a à faire. Puis moi, je dis toujours, si mon analyse est juste, ce qui arrive n'est pas surprenant. Il n'en demeure pas moins qu'on préférait être dans un environnement plus civilisé. Mais il y a un impact vraiment sur ta vie professionnelle. Écoute, j'ai perdu les francs-tireurs parce que j'étais trop controversé. Il y a un nouveau directeur de la programmation qui aime pas la controverse, on est trop Mais tu l'avais pas atmosphérique. eu parce que t'étais Et- controversé aussi. Hein?
Ben, il y a Non, 23 elle avait ans. 23 ans. Mais t'as toujours non, il été était un pas peu super. marqué, là. Ben, les tu sais, Oui, mais il y a Richard, là. 23 ans, il était pas super connu. Là. Non. Il était à voir, puis c'est tout. Oui, là. mais il était quand même, chroniqueur. moi, je me souviens, je le lisais, puis il était quand même un Ben, peu... tu vois, mais me dire, heureusement pour moi, et je pense pour Mathieu et je pense pour Sophie, Ben oui. heureusement que Québécois. Ah ben oui, c'est Ben ça. oui. On n'aurait pas de John dans les médias nulle part. Je serais jamais à Radio-Canada. Je serais jamais au Ben moi, j'y ai 92.5, déjà je serais été, jamais j'y nulle serai part. plus jamais. On est ici dans un podcast produit par Québécois que je suis sûr, mais c'est vrai, c'est un Mais au-delà de oasis ça, pour nous autres. ouais, là. mais au-delà de ça, Richard, ce qui est arrivé cette année, bon, parce que là, on est le 10 décembre, donc on ne sait pas quand est-ce que les gens vont écouter notre podcast, mais au jour du 10 décembre, la grosse controverse autour de toi, c'est toujours bien qu'on a censuré le premier ministre du Québec. Mais ça, c'est Je lunaire. m'excuse, ça fait 2 semaines que c'est arrivé et je n'en reviens toujours pas. Pas. On a dit au premier ministre du Québec, on n'aime pas votre liste de choix de livres parce que vous avez le culot d'avoir lu un livre d'un gars qui devrait être mis à l'index. Mais Moi, là, je m'excuse, mais je ne décolère pas Il y de a une cette série affaire-là. d'éléments là-dedans qui sont fascinants. Premièrement, on apprenait à l'entretien de Legault franc-tireur que Mme Fafard de l'Association des libraires a envoyé un courriel au premier ministre pour lui demander s'il pouvait retirer le passage faisant référence à mon livre et mon travail du segment, du segment vidéo. Des recommandations. Oui, voilà, ouais. c'est intéressant. Ensuite, il y a la censure de la liste. Ensuite, il y a le retour de la liste. Ensuite, il y a la pétition. La mise en garde une pétition aussi. de, oui, aussi. Oui. Il y a une pétition de plus de 200 personnes. Je suis curieux de savoir le nombre de dénonçant un livre qui qui légitimerait l'intolérance. Je suis curieux de savoir combien parmi eux ont lu On le lit livre ton qu'ils livre. dénoncent en pétition. Donc moi, c'est pour ça que c'est la question Incroyable. qui m'obsède depuis longtemps. C'est ce que j'appelle les techniques d'infréquentabilisation. Comment on transforme en infréquentable quelqu'un? La fabrication du paria. Et ça, je pense qu'au-delà même de mon petit cas, de nos cas, c'est un enjeu démocratique fondamental. mais aujourd'hui. Éric, on a toi, dérapé. tu été le seul auteur qui a fait un lancement sous Oui. escorte Oui, policière. ben oui, J'étais là. t'étais J'avais c'est écrit un Sophie article dans le c'est journal. Sophie qui m'avait présenté ce soir-là. Tu te souviens, Ouais. on a même réussi à rentrer par interrompre le lancement de livre. Mais je me demande comment on en est arrivé là, parce que j'ai l'impression qu'au Québec, il y a 10 ans, on n'était pas là. Non, Ça t'as a raison. dérapé rapidement. Tu sais, dans 10 ans, dans l'histoire d'un peuple, c'est rien, là. Comment on est passé d'une société où on était capable d'avoir ce genre de débat-là? Puis moi, je suis pas d'accord que c'est juste les médias sociaux. Là. Il y en a Non, qui mettent non. ça sur le dos des médias sociaux. Moi, je pense C'est pas. trop facile. Parce que regarde l'affaire des libraires, ça s'est pas fait sur les Non. médias sociaux. C'est ça. C'est une C'est à directrice d'une l'interne. association qui a Puis pris cette l'histoire de décision-là. Radio-Canada non plus, là, quand Ben on non. a retiré La Petite Vie, l'épisode de La Petite Vie, il y a plein T'as tout à d'exemples fait raison. récents. Je trouve que c'est trop facile de Aux- dire que aux- c'est les médias sociaux. C'est sûr que ça vient des États-Unis. C'est ça, la première chose dont on Oui. est certain, c'est que c'est pas quelque chose de québécois, ça, faut le dire, puis le répéter, Mathieu le dit souvent aussi. Puis la deuxième chose, ces États-Unis, ça venait des campus. Puis au Québec, on est obligé de dire que c'est un peu la même... Moi, d'après moi, c'est la même chose. Là, Mathieu, tu connais mieux le milieu universitaire que moi, mais je pense que le mal émerge de là. Mais c'est la filière l'espèce Concordia d'intolérance. qui touche l'UQAM, mais c'est la filière Ottawa. C'est et ça. oui. Mais on l'a pas vu venir. On pensait qu'à l'époque, c'était des gestes isolés. Mais avec le recul, avec 10 ans plus tard, on se rend compte que c'était des petits grains de sable. Puis à un moment donné, il y a une plage qui est apparue. Là. c'est bien dit, c'est une belle image. tu sais, on voyait des petites affaires, puis on n'a pas fait les liens. Ben, on les voyait. Si je peux me permettre, pour qui évoluait dans le milieu universitaire, on les voyait. C'est-à-dire, Ben, moi, ça surtout m'a- en sociologie. Ouais, ben, ça, moi, j'étais Ouais, au c'est ça. cœur. Toi, t'as un doctorat. Moi, j'étais J'étais au cœur de la bête. Tu sais, je dis souvent Toi, t'as un l'université. doctorat en rectitude politique, là. L'université, pour moi, c'est le noyau idéologique du régime. Bon. Et au cœur de ça, il y a les sciences sociales, qui sont le lieu où s'élaborent les théories qui, dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 5 ans, deviennent la nouvelle norme. Et moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'on les voyait sur des méthodes de disqualification, les tentatives de rejet de courant de pensée. Oui, mais on pensait que c'était des marginaux, puis on Non, riait d'eux. non. C'était quasiment clownesque. Bien sûr que non. Ça, je suis pas d'accord. Moi, ce qui me fascine, c'est l'évolution des marques. Tu sais, il y a un mot qui, par exemple, pollue la vie politique contemporaine, plus encore la vie intellectuelle, c'est extrême droite. L'extrême oui. droite, traditionnellement, c'était, Franco, Salazar. Si on voulait, c'était le fascisme, le nazisme. Mussolini, Là, oui. maintenant, l'extrême droite Le Pen. commence au centre-gauche. Et ça, c'est quand même un problème. Donc, déjà, le clivage gauche-droite vaut pas grand-chose. Mais si on y tient à tout prix, la notion d'extrême droite ne cesse de s'étendre. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la laïcité, la liberté d'expression, l'identité, une limitation raisonnable de l'immigration, la critique du nationalisme. multiculturalisme, le nationalisme, c'est extrême droitisé. Bon. Mais ça, on le voyait venir à l'université. Et moi, ce qui me fascine, c'est que dans les partis, on voyait ces codes-là s'imposer. Dans les mouvements politiques, on les voyait. Mais là, les mouvements sociaux ont un effet d'accélérateur. Il y a une pièce de Ionesco qui s'appelle Rhinocéros, Ben oui. où au début, il y a un rhinocéros qui se promène dans la ville, puis là, les gens trouvent ça bizarre. Il y a un rhinocéros, ben, il continue de boire. C'est ça. Tu sais, deux rhinocéros. C'est correct. Tu sais, C'est drôle. Ils sont rien que deux rhinocéros. Puis à la fin,
Ben, les êtres humains sont en minorité et tout le monde est des rhinocéros. En début d'année, si je peux me permettre, j'ai lu beaucoup le journal de Ionesco. En fait, c'est 2-3 tomes, je pense, le journal de Ionesco en début d'année. Bien sûr. Et non, mais c'est intéressant parce qu'il réfléchit. Ionesco était obsédé par le rapport à son œuvre. C'est-à-dire, il disait, j'ai dit des choses très tôt sur le totalitarisme et tout ça, mais on ne les a pas notées parce que, dit-il, j'écrivais dans le Figaro et j'étais marqué à droite. Et quelques années plus tard, d'autres le redisent, et là, c'est permis parce que ils portent le bon étendard. Donc, ce que l'on voit aujourd'hui, Ionesco, dans son journal, le décrit très finement, et dans ses articles. Je me rappelle pas le titre du recueil de ses articles, mais c'est vraiment très, très fort. Donc, les interventions publiques sont très claires. Oui. Éric, quand les gens taxés de droite disent « le feu est pris dans la maison », personne les prend au sérieux. Quand quelqu'un de gauche dit « il me semble que ça sent un peu le brûlé », tout ça qu'il appelle les pompiers débarquent. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un double standard. Mais c'est l'histoire de l'anticommunisme en passant. Ouais, c'est-à-dire qu'il fallait avoir été communiste pour avoir le droit de ne plus être communiste. Et vous pouvez manger l'entrée, les garçons. Oui, merci, mais si on commençait dans l'anticommunisme, on avait tort. C'est même ce qu'on voit en France, la question de l'islamisation des banlieues. Là, quand le monde s'en rend compte, ça devient vrai. Donc, l'histoire des idées répète toujours les mêmes schèmes. C'est intéressant que tu dises ça. On le voit. Moi, l'histoire de l'anticommunisme, c'est fascinant là-dessus. Ensuite, l'histoire, ceux qui disent en 1977 avec BHL, on découvre avec les nouveaux philosophes. Non. On le savait depuis 60 ans déjà que c'était grave. Mais c'est comme s'il fallait passer par la révélation pour s'en désenchanter, pour avoir le droit de ne plus être d'accord avec le dogme obligatoire. Ça devient lassant. Mais c'est intéressant parce que Éric, je te pose une question. Je reviens, là, vous êtes deux personnages controversés. Mais corrige-moi si je me trompe, Éric. Mais moi, j'ai l'impression que Mathieu n'aime pas être dans les controverses. Et toi, tu les recherches. Mais toi, je les recherche pas, mais je suis capable de vivre avec. Puis je suis capable de les gérer. Puis je m'en attends parce que je sais qu'il y a un double standard au Québec. Moi, quand j'étais jeune, j'ai commencé à être très à droite. À une époque où au Québec, le débat se faisait beaucoup entre fédéralistes et souverainistes, puis commençait à proposer des idées de droite au Québec, c'était révolutionnaire un peu. Puis j'écoutais ce qui se passait au Canada anglais, puis même encore plus aux États-Unis, puis ça m'interpellait. Puis je pensais pas qu'au Québec, c'était possible pour moi d'exprimer mes idées. Okay? J'ai longtemps pensé que mes idées, je pouvais juste les penser puis les dire en anglais. Et c'est bizarre, là, mais tranquillement, j'ai pu commencer à le dire. Fait que je suis habitué de voir qu'il y a un double standard pour mes idées. Puis je sais, par exemple, là, j'ai décidé de faire le saut en politique. Je sais que je vais être sous la loupe, puis que si je fais une gaffe, elle va être multipliée par 100 par rapport à si Québec solidaire fait la même chose. C'est clair que mes candidats, il y a deux poids, deux mesures. Ils vont être sous la loupe comme aucun candidat a jamais été dans l'histoire du Québec. Puis s'il y en a un qui a fait un faux pas, vous allez le savoir à la une de tous les journaux. Je sais que il y a des candidats de Québec solidaire qui ont des passés communistes. D'ailleurs, le parti au complet a un passé communiste en passant. Mais ça fait pas peur. Mais si jamais ils trouvent quelqu'un qui a déjà écrit un statut, quelque chose, ou qui a partagé un lien de quelque chose qui peut être associé à de la droite extrême un peu, ou des complotistes, ça va faire les nouvelles. Ah, ça, c'est sûr qu'il va falloir que tous tes candidats... Mais je le sais. Tu passes en revue la moindre affaire qu'ils ont écrite il y a 25 ans. S'ils ont aimé un texte de je sais pas trop qui, de n'importe quoi. Ils vont fouiller tout, là. Ça va être terrible. Ça va être tout le temps. Fait que je sais qu'il y a un double standard. Fait que c'est pour ça que la controverse, je m'y attends tout le temps. Mais moi, faire face à la controverse, sans souci. Moi, on fait face, on accepte. Accepter. S'en réjouir, c'est une autre chose. Moi, là-dessus, c'est là je sais pas si tu t'en réjouis. Non. Moi, quand on me lance comme accessoire, vous alimentez de ça, vous aimez ça, mais pas du tout. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Pas du tout, d'aucune manière. Je veux dire, quand ça m'est tombé dessus en décembre, là, moi, j'écrivais mon livre tranquillement, je le terminais dans un silence monocal chez moi, j'aimais ça. Je trouvais ça merveilleux. Éric est bizarre parce que il est de droite, mais t'es gay. Oui. Et ça, c'est pas censé être gay puis être de droite. Ça la patente. Parce que les gens, tu sais, en même temps... Parce que t'es une minorité. Les gens progressistes aiment les minorités. Fait que là, tu fais partie d'une minorité. Tu sais, les gens de droite ne sont pas censés être gays. Là, il faut que je vous parle Quand t'as écrit ton livre, Le Dernier Gay, là. Ça va être une exclusivité, mais je n'ai pas parlé à personne, cette affaire-là. T'es plus gay? Non, t'es plus gay? C'est juste j'ai changé d'idée tellement. T'es transgenre, finalement. Ça se peut. Non, sérieusement, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai décidé de me lancer en politique, de revenir en politique, d'aller au Parti conservateur, il y avait un candidat qui voulait possiblement m'affronter, qui est un conservateur social.
et qui était scandalisé qu'un Ça gay faisait puisse... conservateur social contre le mariage Contre gay. le mariage gay, contre l'avortement, contre tout... Ce que tu n'es Alors pas. que toi, tu es un conservateur économique. Fiscal, c'est Voilà. ça. Donc, un conservateur social. Et lui, il a tâté le terrain, puis il a commencé à appeler des gens, puis il trouvait ça scandaleux que on peut pas laisser un conservateur, un gay être à la tête, même il utilisait pas le mot gay, là, mais je vous laisse deviner c'était quoi le qualificatif, c'est un peu moins Ça c'est un peu commence plus par un F, péjoratif. ça finit Ah par non, un le F. F-word. Fait que et le F-word, c'est ça, on peut même plus prononcer ça non Mais plus, non. hein, faut faire attention. Et fait que le mot F ou le mot qui commence par le F, et là ce qui m'a beaucoup surpris, il a appelé des pasteurs évangéliques chrétiens du Québec qui lui ont dit qu'ils m'appuyaient. Et c'est comme ça, puis il a décidé de pas y aller. Et Parce qu'il savait qu'il allait perdre. parce qu'il savait qu'il y avait même pas l'appui des conservateurs sociaux dans le mouvement, parce que ils ont dit, ben écoute, Éric, il a beau être gay ou pas gay, on est rendu en 2020, et sur les enjeux, il est avec nous, tu sais, il est d'accord avec la liberté de choix, il est d'accord avec le... Ouais. Il y a un paquet d'enjeux sur lesquels on est d'accord, puis il va faire avancer le parti, puis ça m'a beaucoup... Mais en même temps, ça me surprend, puis ça me surprend pas, parce que je connais bien le mouvement conservateur de l'intérieur. Puis Mais pour moi, c'est un peu... ça te donne pas un visage humain au conservatisme, le fait que tu sois gay et conservateur? Je le sais pas, parce que, tu sais, regardez ce qui est arrivé à Andrew Scheer au fédéral, là. Moi, Ouais. je pense que si on a encore Justin Trudeau présentement, c'est parce qu'on avait Andrew Scheer comme chef du Parti Mais oui, conservateur. s'il y avait eu Erin O'Toole, Si ça Erin aurait été O'Toole avait mieux. été arrivé avant, Ah oui. il y en Et aurait Maxime pas. Bernier, s'il l'avait remporté? Ben, Maxime aurait gagné, je pense. Moi, parce que le conservatisme social, Bernier représentait pas ça non plus, là. Mais excuse-moi de dire ça, là, puis ça me dérange pas, je l'assume totalement. Je pense que Erin O'Toole a plus d'envergure intellectuelle que Maxime Bernier. Oui, puis il y a une bête aussi très sympathique. Hein. Je l'ai écouté, tout le monde en parle récemment. Là, Non, mais écoute, son discours sur le français, c'était magistral, là. Puis il me fait penser un peu à Jack Layton. Oui. Je parle pas idéologiquement, là, mais je parle, c'est une bonne bouille, t'as le goût d'aller prendre une bière avec, il est cool. Moi, je l'ai reçu en entrevue dans mon studio une couple de fois, puis je le connaissais pas beaucoup. D'abord, j'ai été surpris de la qualité de son français. Tout à Parce fait. que tout le monde parle que, mais puis l'autre truc, c'était aussi que je sais qu'en politique, c'est niaiseux puis c'est superficiel, puis Mathieu aimera pas ça, mais c'est super important, l'aspect humain puis l'aspect de vouloir, la question de vouloir prendre une bière avec la personne, là, est c'est un souvent facteur très important. déterminante dans l'urne. Ben, tu sais, René Lévesque, excuse-moi, c'était ça C'était ça aussi. C'était aussi. un petit gars, c'était petit poil, c'était un gars comme nous C'était autres. sa cigarette, c'était ses Bon, doigts jaunes, sa il y avait ce couette. côté-là aussi, là. Mais toi, Éric, c'est Oui. pas suffisant Ouais. de parler, de faire avancer tes idées. À un moment donné, il faut que tu fasses de la politique parce qu'il faut il faut que ça débouche sur l'action. Ben, surtout parce que t'es fâché. Et toi, Oui. non. Toi, tu vas Mathieu, toujours il est être... plus un penseur, moi, je suis plus un acteur, Ben, c'est ça? Moi, mon travail c'est le travail intellectuel. Je veux dire, sans prétention, ça consiste à... C'est pour ça que je suis fait. La politique, j'en ai fait quand j'étais plus jeune, j'étais militant, t'en as parce fait. que Je t'ai connu c'était là, moi. l'appel à l'indépendance. Puis Ben, t'as déjà été au PQ, toi? Mais Mathieu Éric? aussi. Non, mais non, bien sûr. c'était au Bluff qu'on Non, s'est PQ, connus. oui, mais on était tous les deux jeunes péquistes. Faut Ah pas oui. se tromper. Ah, non, C'est mais- drôle quand même. Non, mais j'adore ça. Répétons ça. On fait Éric tous Duhem, des erreurs vieux, de jeune jeunesse. péquiste. Péquiste, On fait ben tous oui. des Mais erreurs non, de jeunesse. tu vas revenir à la maison tôt ou tard, cher ami. J'ai toujours dit, moi, j'en suis convaincu. Je le dis même ce soir que tu veux pas de référendum, mais le jour où il y en aura un, tu vas voter oui. J'en Ben suis voyons certain. donc, là, Mathieu, arrête donc, il y en aura plus de référendum, Mais arrête s'il y en de avait un, rêver. s'il y en avait un. Ben, moi, là, je pense que ça serait la pire chose qui pourrait arriver Mais au s'il Québec. y en avait un. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'on redivise le Québec. Moi, je trouve que les deux exercices référendaires de 80 et 95 Non, mais s'il y en avait affaibli un, le un jeu. Québec. On va faire un jeu. Mais parce que- c'est parce que s'il y en avait un, j'aurais l'impression que si je votais oui, puis je pourrais peut-être affaiblir le Québec. Parce que je pense pas qu'on gagnerait si Donc, on tu vas était dans le camp du oui. Tu voudrais Je que le penserais non pas soit que le encore non- plus fort? Mais on fait un jeu. Je décide de faire de la politique. Là. Je me peux plus. Puis pour une raison qui m'échappe, ça fonctionne. Puis pour une raison que ça fonctionne, je réussis à conduire un parti indépendantiste au pouvoir. Puis t'as pas le goût que je fasse de référendum. T'aimes pas ça, les référendums. T'as pas envie que j'en fasse. Mais je réussis contre ta volonté, contre ton gré, contre ton consentement, en imposer un. Puis t'es obligé de voter. Tu votes Mais comment? à ta minute, là. Éric, s'il te plaît, réponds à la question. Non, Pas je de vais- langue de bois ce soir. Tu joues ta chiffre, mon chum? Non, je répondrai pas dans le sens que tu veux. Parce que, étant donné que j'en veux pas de référendum, pour moi, ce qui est la priorité dans ma vie, c'est qu'il y ait moins d'États dans ma vie. OK? C'est pas une question que la capitale Ben oui, soit... t'es un libertarien. Oui, mais la capitale peut être à Ottawa ou à Québec, ça change rien. Moi, j'ai l'impression que le mouvement indépendantiste, malheureusement, la dérive des 20-30 dernières années, a fait en sorte que autant QS que le Parti québécois, qui sont les deux partis indépendantistes à l'Assemblée nationale, les deux veulent plus d'États. Et pour moi, c'est des ennemis idéologiques. Leur pays, ça me fait pas rêver.
C'est pas la question que je t'ai posée. Ben oui, mais moi, c'est ma réponse. Oui, mais moi, je te ferais la réponse de Pierre Falardeau qui disait l'important, c'est pas qu'on soit de droite ou de gauche, c'est qu'on aille par en avant. Ouais, Enfin, qu'on en se gros, gouverne c'est à peu près soi-même, ça puis qu'il ensuite, disait. Le Québec souverain, on ira moins... Mettons, mais imagine, là, on va jouer encore un jeu plus drôle. Mais je pense que tout le monde à droite au Québec, si on leur disait on va avoir moins d'États, vous allez payer moins de taxes, le gouvernement va être moins gros. T'aimerais pas être premier ministre d'un Québec souverain? Indépendant? Un Québec indépendant. Ben, je voudrais pas présider à la division du peuple sur cet enjeu-là, non. Mais je sais pas dit ça. Je pense pas que tu veux de référendum. Tu rêves pas à ça. Non, Moi, mais j'ai c'est rien à parce ça tous que les moments. Moi, là, ça m'a fait mal. Les 2 défaites référendaires, là. Tu penses que c'est Moi- une défaite? Ben, pour le Québec, oui. Bien Très sûr. clairement, il y a eu des Bon. reculs à Ottawa. Non, mais il y a la loi sur la clarté, c'est arrivé après 95, Oui, le je suis rapatriement est d'accord, arrivé les après défaites font 80. mal. Qu'on soit oui ou non, qu'on soit Ben- fédéraliste ou souverainiste, les 2 défaites référendaires ont été un recul Ouais, je pour le suis d'accord. Québec. Bon, si le prochain référendum était une victoire au lieu d'être un échec, tu serais pas fier de ça? Mais je ne pense pas qu'on a des conditions qui peuvent permettre une victoire. Je vois pas ça. Je comprends pas Mais imaginons qu'on comment les on aille. peut l'imaginer. Oui, mais ça existe pas, Mathieu. Vous êtes dans J'adore un ça. monde Attends, d'orages. mais Éric, regarde-moi dans les yeux. Je te regarde dans les connais. yeux. Là. On Je lance. te connais, Éric. Le multiculturalisme à la Trudeau. Ça t'aimes tombe pas ses nerfs. ça. Et là, C'est clair que le ça, Canada, c'est un- c'est ça. Le moi, c'est le breaking Oui, mais point. c'est parce que Pour Québec moi, solidaire est encore plus multiculturaliste, puis ils sont séparatistes. Je veux dire, ils sont ils ont Québec pas le solidaire, on s'en monopole. fout. Ils On parlent s'en Non, mais tu fout, comprends Québec ce que je veux dire? Ils solidaire. n'ont pas le monopole à Ottawa du multiculturalisme, puis à Québec de l'identité. Mais mon là. cher ami, t'es fait pour la politique, manifestement, parce que t'as l'air de l'esquive. Mais Merci, Mathieu. mais Non, imagine... mais non, Mathieu, c'est un compliment. Parce que moi, j'imagine. je te fais un autre scénario. Vas-y. François Legault fait sa loi sur la laïcité, Oui. qui est une loi minimaliste, mais à laquelle les Québécois adhèrent. Oui, 70%. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, il est encore au pouvoir. Dans 5 ans, la Cour suprême casse la loi sur la laïcité. Puis nous explique, ou il y a des mentalités, mais on Ben, comprend. c'est sûr que je vais appuyer on Legault comprend- là-dedans. non, écoute, Ben, écoute, j'espère. on comprend que l'espace de déploiement d'une laïcité, même minimale au Canada, c'est pas possible. C'est Meach 2, en fait. Meach 2, mais sur la laïcité. François Legault dit, mais regardez les Québécois. Moi, je pensais qu'on pouvait se développer dans le Canada. Je ne voulais plus aller vers la souveraineté. Mais là, vous m'envoyez le signal que, manifestement, dans le Canada, il n'y a pas d'espace pour nous. Dans le multiculturalisme canadien, on est une nuance de bleu parmi d'autres. On est une minorité empaillée dans le régime. Les enfants, j'aurais souhaité pas aller là, mais on nous y oblige. Puis il fait le pari que Bourassa n'a pas fait en 90. Il dit, je fais un référendum sur la souveraineté. J'ai l'intime conviction, quoi que t'en diras au-delà de ton slalom du soir et ton tcha-tcha-tcha du moment avec la question, que tu voterais oui, cher ami. Ben, écoute, j'aimerais ça que ça se produise pas, j'espère. Puis on aurait des. Puis le scénario que tu décris est pratiquement impossible parce qu'on Ben, aurait des. si on s'en va c'est ça vers qui ça, va arriver. avec la On loi aurait- 21. C'est ça on va qui avoir va des, arriver. On va avoir des alliés à Ottawa. Moi, je pense qu'O'Toole et les conservateurs vont être nos alliés là-dedans. Et je pense qu'à Québec, on a des gens comme QS qui vont être nos adversaires, même s'ils sont souverainistes. Fait que c'est pas noir-blanc, cette affaire-là. Je pense C'est pas que toute c'est sorte noir-blanc. de gris, Mathieu. Il me semble que je t'ai décrit un Excuse-moi. scénario assez gris, non? Non, c'est noir. Mais, Là, tu t'engages en politique. Oui. Fondamentalement. Bon, tu sais que tu ne deviendras pas premier ministre la prochaine fois. Je pense qu'on moi, je me suis ça. pas embarqué là-dedans pour Évidemment. un an ou deux. Là. Je m'en vais là pour Mais 10 ans. la Mathieu. question, ton électorat dans ta tête, sachant que tu veux sortir de la secte libertarienne, c'est quoi l'électorat que tu recherches? Moi, je recherche les Québécois là qui trouvent que l'État est trop gros au Québec, puis qui les travaillent orphelins. fort et qui se cherchent maintenant une place où aller. Puis c'est sûr qu'avec la pandémie aussi, là, j'ai l'impression qu'on va sortir de ça, puis l'élection portera pas que sur la Mais pandémie. toi, là. tu vas faire comme si la question nationale et la question au Québec, ça n'existait pas. Ben, ça n'existait non, pas. je vais clairement. C'est non. comme un enfant qui met la main devant ses yeux puis Je ça vais disparaît. clairement être autonomiste, je vais clairement être nationaliste. C'est d'ailleurs, je l'ai annoncé. Quand j'ai annoncé que je me présentais, une des premières choses que j'ai dit là où j'étais d'accord avec Adrien Pouliot puis avec ce que le parti avait fait historiquement, puis j'ai clairement dit que moi, si jamais je deviens chef, sous mon leadership, il va y avoir un changement. Puis le parti va être plus nationaliste, va être plus revendicateur des compétences du Québec. Mais cela étant dit, Nationalisme et pas séparatiste. non, à l'intérieur du Canada. Mais Ok, on donc, est t'es la capable CAQ d'avoir- un peu plus à droite. Puis je le sais que... T'es la on a- CAQ à droite. C'est quoi, à l'époque, ils appelaient ça le fédéralisme renouvelé. Après ça, Renouvelé. ils ont appelé ça mais moi, je pense puis après ça, c'était quoi le partenariat? Il y avait La il y a eu- souveraineté partenariale. La souveraineté. Ça, c'est ma gang. Association. Oui, mais justement, ils ont mis le mot Association partenariat. 80, partenariat 95. Ils ont essayé justement de mettre partenariat, association, parce que le Québécois, Oui, là, mais on l'a il est tout- pas séparatiste, puis il est pas fédéraliste. Il veut une partie du Canada, mais Il veut le beurre être- et l'argent il du beurre. veut les le fond des Éric, champs, Éric, puis c'est ça qu'il faut y Éric, proposer. Il faut on trouver a la joué. formule. Il veut être indépendant, mais il aime ça, les Non, mais il faut rocheuses. trouver un lien On avec a le joué Canada. dans ces films-là. Oui, exactement. Time out, mon ami.
les... Les Hey, sushis le beau arrivent. sushi. Ah, le Wow. manger. Les sushis Le manger, arrivent. le manger. Vas-y, Alors Mathieu. non, je pense que là-dessus, les conservateurs auraient pu... Parce qu'il y a deux stratégies pour les conservateurs au Québec. Soit la stratégie nationaliste, on parle aux nationalistes québécois, soit la stratégie de droite, on parle à Québec. Yum, yum. Et le fait est que les conservateurs ont davantage parlé à Québec et n'ont pas été capables de clarifier leur position sur les questions morales. Résultat, bien les Québécois avaient l'impression que Scheer était comme l'avant-dernier pas avant le Troisième Reich. Moi, quelque chose comme ça. j'aurais pas ce problème-là, on s'entend, là. J'entends, mais le fait est que les conservateurs ne se sont pas aidés au Québec. Ils auraient pu avoir une stratégie claire. Ils l'ont pas eu. Ils ont payé le prix aussi, à bien des égards. Je sais pas si ça t'intéresse, Mathieu, mais je suis sûr que ça va t'intéresser. Moi, j'ai... Tout ce qui est humain, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Parce que je jasais de ça parce que je suis allé en Alberta il y a 2-3 mois. Je suis allé rencontrer mon ami Jason Kenney, qui est maintenant premier ministre là-bas. Puis c'est un must. Tu viens de Ça faire se place bien tu dans viens la de faire le plug, conversation. hein? Non, mais je le plug, mais je veux dire quelque chose. Non, ça. Oubliez le fait qu'il est premier ministre du Canada. Jason Kenney, pour moi, c'est le plus grand cerveau de la De politique l'Alberta. canadienne. De la politique canadienne. J'ai jamais rencontré quelqu'un Ah qui oui? maîtrisait aussi bien la politique canadienne puis qui était capable de faire la synthèse des réalités du Canada. Et on est en Alberta, là, puis Jason m'a toujours dit, c'est un peu pour ça aussi aujourd'hui que je suis où je me ramasse, là, que je suis candidat à la direction du Parti conservateur. Jason m'a toujours dit, au Canada, il va toujours y avoir deux élections sur 3 que les libéraux vont gagner, puis nous autres, on va en gagner une, puis on va perdre les 2 autres. Là, c'est le Natural Governing Party. Puis Ouais. pourquoi? Parce que le Parti conservateur au Québec est vu comme le parti des Anglos, des protestants, puis des étrangers. Et tant et aussi longtemps que ce parti-là sera pas un parti fleur de lysée, puis qu'on retrouvera pas, on réussira pas à réancrer le conservatisme qui existe, qui est très présent dans nos régions au Québec. Ben oui. Tant qu'on sera pas capable de retrouver notre ancrage, ben on va perdre 2 élections sur 3, puis on va se ramasser avec Trudeau à Ottawa. Puis moi, c'est un de mes défis, c'est celui-là. Moi, je veux québéciser l'option de droite puis le conservatisme au Québec. Puis je veux rappeler que le Parce conservatisme... qu'il est là. Moi, là, à Québec, là, je m'excuse, mais qui était le premier ministre dans l'histoire du Québec? Ça a été quoi le parti qui a gouverné au début? Le Parti conservateur est quand même un parti qui a des racines profondes, puis le fond bleu, que ça soit l'Union nationale, que ça soit même une partie du mouvement Oui, le souverainiste, Parti québécois. Ben oui. et il vient de là. Puis il faut retrouver cet ancrage-là. Moi, c'est un de mes défis, je pense. Et ça, c'est pas un travail de 6 mois, là, c'est un travail de 10 ans. Ben, c'est ça. Je reviens à la première question. Oui. Vous êtes 2 personnes qui tenaient à vos idées. Oui. Mais toi, Éric, tu dis, il faut, à un moment donné, se lancer dans l'arène. C'est Oui. pas suffisant là, de D'être un gérant d'estrade. de défendre des C'est pas idées. dans les et estrades tout que ça se passe. C'est ça. Il faut plonger dans l'arène. Oui. Alors, est-ce que tu vas, à un moment donné, troquer la plume pour l'épée? Mais tu préfères la quiétude de ta vie d'intellectuel avec des livres et tes bibliothèques et écrire dans un silence monacal plutôt que de vraiment mettre l'épaule à la roue et de vraiment faire du Québec un pays. Non, j'ai toujours dit, et je le dis encore, la seule raison pour laquelle je déciderais un jour de faire de la politique, si les circonstances l'exigeaient, c'est si je croyais que je pouvais être utile pour réaliser l'indépendance du Québec. Si je venais avoir la conviction intime que tel était le cas, mentalement, je basculerais. Je crois sincèrement, par ailleurs, que pour 1001 raisons ça sera trop long à détailler, d'abord, ma vocation est intellectuelle plus que politique. Ça, j'en suis convaincu. Et on a besoin de ça. Ben, c'est sûr, à un moment donné, c'est que je pense pas que la vie intellectuelle n'est qu'une forme diminuée de l'engagement. Je pense que c'est une forme d'engagement sur un autre registre. Mais c'est dévalorisé au Québec, Mathieu, faut le dire. Ben, totalement. Ben oui, Il y a un anti-intellect au Québec Mathieu, qui regarde est la différence. terrible. Toi, t'es tout le temps en France. Tu regardes la différence entre la France et ici, c'est jour et la nuit, même au Canada anglais. Et pourtant, ici, ça, j'ai eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises, on sous-estime les Québécois. Le Québécois dit ordinaire, Oui. apprécie, je crois, les intellectuels Ben qui... oui. Ce qu'ils n'aiment pas, je pense, c'est le snobisme. Mais avec d'excellentes raisons, si je peux me permettre. Parce que trop souvent, une partie de notre caste intellectuelle hérite de l'ancien pouvoir clérical. L'ancien pouvoir clérical, qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait de haut un peuple de brebis à guider, à réformer. Oui. Le travail intellectuel, les Québécois, je pense, le reconnaissent. Ben, tout le monde, mon expérience à moi, c'est que les gens apprécient globalement ce que je fais. Mais ce qu'ils n'apprécient pas, c'est la condescendance d'un certain milieu qui les regarde comme une espèce de bête à dompter. Donc, je pense pour vrai que l'engagement intellectuel, pour moi, écrire les livres, ce que j'ai à faire dans la vie de mieux, c'est ça. Ensuite, c'est les circonstances là, que j'ai. S'il y avait je ne sais quelles circonstances, je me posais la question.
Salut, je m'appelle Gabrielle Caron. Je suis humoriste et maman. Depuis que j'ai fait des enfants, à 2 reprises, je suis absolument fascinée par les récits d'accouchement. Avec mon balado J'ai fait un humain, j'ai décidé de donner la parole aux femmes pour qu'elles me racontent dans le détail ce moment incroyable de leur vie. Vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez avoir des frissons. J'ai fait un humain, c'est disponible sur la plateforme de Cube Radio dans la section balado ou sur les autres plateformes de balado. En 2022, le balado J'ai fait un humain a été nommé pour un prix Numix ainsi que comme série francophone exceptionnelle aux Canadian Podcast Awards. Je veux dire aux gens, parce que moi, je te connais. Moi, je te connais intimement. Fait que les gens pensent que Éric Duhem, Oui. c'est une autre grande gueule de la radio de Québec. De commentateur. T'es un intellectuel aussi. Écoute, on Mais est moi, allé... j'aime pas l'étiquette intellectuelle. Pour moi, Mathieu Bock-Côté, c'est un intellectuel, pas moi. On est allé En vacances, souvent, avec ensemble. toi Oui, et ton chum. oui. Et tu lisais tout le temps. Tu avais Oui. toujours T'es un tout le livre temps dans la en train de main. lire des tu vends de la essais? piscine, et Oui, c'est mais ça toi... ne fait pas de moi un intellectuel. Attends, et c'est toi... Non, mais attends. C'est toi qui me dis de lire Sapiens. Puis alors que ce livre-là n'était pas connu. Oui, il y a tu l'avais plusieurs lu, tu l'avais années. lu avant que ce soit en mode. Je dis pas que t'es un intellectuel, mais t'es quelqu'un qui lit beaucoup. Et les gens savent pas nécessairement ça. Ça, je veux dire quelque chose là-dessus, puis Mathieu n'aimera pas entendre ça non plus. Pour moi, le mot intellectuel, ça... OK, je me confesse, Mathieu, je sais que c'est pas correct là, de penser ça, mais pour moi, ça a quelque chose de péjoratif. Ah oui? J'ai toujours peur de me faire dire que je suis un intellectuel. Parce que... Mais tu Il y a un côté élitiste. Tu Moi- caches que tu lis Mais beaucoup. non, mais attends une minute. Moi, là, mes parents, mon père était ferblancier, ma mère était chauffeur d'autobus, OK? Mes parents, pour moi, c'est de l'art. Et c'est pas des intellectuels. Puis, ils se faisaient regarder de haut par certains intellectuels. Puis moi, j'ai toujours été de leur bord. Oui, mais tu ne les Puis- trahis pas en ouvrant Non, un livre. mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Pour moi, je suis pas avec les intellectuels, je suis avec mes parents. Ouais, mais... Et... Vas-y, non, mais là, vas-y. je Non, Mais mais là, je n'empêche je pas savais l'autre. que Mathieu, Je je l'aimerais l'aimerais par pas. ma mère. Non, peut-être, dans les intellos, personnellement, c'est un milieu auquel j'appartiens tout en m'en méfiant. Disons ça comme ça. Ouais. Les intellectuels, globalement, se trompent en meute, hein, et tendent à expulser de leur tribu ceux qui ne pensent pas comme il se doit. Donc, c'est arrivé à Raymond Aron, c'est arrivé à tellement d'autres. Alors, vous êtes pas... D'ailleurs, ça arrive à Finky aujourd'hui, étant bon. Attends, Finky, c'est Alain Finkielkraut, là, parce que- Et Camus. Ah oui, Camus. Mais le fait est que, pour répondre à ton argument, mon père était professeur d'histoire au niveau collégial, c'est un intellectuel, la maison était remplie de livres. Ma mère, qui était une sainte femme, une femme exceptionnelle, une femme remarquable, elle trouvait que son mari était quand même dans des idées vaporeuses, puis que son fils, elle m'appelait quelquefois Encore pire. Elle m'appelait Petit Serge, parce que mon père s'appelle Serge, moi j'étais Petit Serge. Oh, et c'est mignon. ma mère, qui n'était pas une intello, je crois, je n'ai jamais eu l'impression de la trahir de quelque manière que ce soit en accomplissant la vocation qui est la mienne. Et j'ai déjà pensé écrire un livre que je n'ai pas encore écrit, que j'écrirai peut-être un jour, qui s'appellerait La pensée politique de ma mère. Et la pensée politique de ma mère, qui n'était pas une intello. Mon Dieu. Mais pourtant, je dirais qu'elle avait un solide bon sens, une intelligence tout à fait réelle, tout à fait forte. C'était pas une intello. J'ai pas l'impression qu'on trahit. Ce qui est insupportable, c'est l'esprit de caste des intellos. Hein, lorsqu'ils sont dans une espèce d'entre-soi idéologique, puis ils discutent ensemble de la collection d'abrutis qui se rendent sous d'eux. Ça, c'est insupportable. Moi, je veux pas faire partie de ce clic-là. Mais je crois que la référence à la vie intellectuelle n'a pas à se réduire à cette caricature Mais désagréable. toi, t'es le genre, là, Éric, là, tu cacherais que tu lis beaucoup. Ben, je le Parce cache que, pas. non, là. Non, mais t'as écrit moi, je plusieurs sais, livres, quand tu même. lis beaucoup, énormément, et c'est pas quelque chose que tu mets à l'avant-plan. Non. Comme si ça jouerait contre toi. Moi, pire que ça, genre, quand je lis souvent, puis ça revient un peu à ce que Mathieu vient de parler avec sa mère, j'essaye toujours de prendre ces idées-là, puis souvent ça vole très haut, là, puis j'essaye de résumer ça dans des mots pour l'expliquer à ma mère, pour qu'elle comprenne, puis pour qu'elle réfléchisse. Ben, c'est ça, la job d'un avec son politicien aussi. vocabulaire, puis avec sa réalité du Québec, parce que souvent, c'est des ouvrages qui viennent d'ailleurs. Puis moi, je me suis toujours vu comme ça. Puis écoute, j'étais tout petit, là. Moi, je suis allé à la prématernelle en anglais, parce que mes parents parlent pas anglais, OK? Puis moi, j'ai toujours traduit pour mes parents. On voyageait, puis je prenais le menu, puis j'avais 7 ans, là. Je lisais le menu, puis je leur disais... Mes parents, mon père,
Puis, tu sais, mon père, c'est un homme en or là, qui travaille. Il a travaillé bien plus que moi dans sa vie, puis il en mérite beaucoup plus que moi. Mais mon père, c'est un gars qui a pas de scolarité. Ok, le premier livre qu'il a lu, c'est le premier livre que j'ai écrit. Et c'est très touchant, ça. D'ailleurs, il était à ton lancement. Oui. Puis mon père, il est pas, tu sais, c'est un homme extraordinaire, mais il a pas ça. Puis moi, j'ai toujours voulu y résumer ça, puis être avec lui. J'ai toujours voulu y apporter ça. Puis pour moi, c'est ça. J'ai l'impression que quand on se parle entre nous, justement, là, et pour moi, là, il faut qu'on parle à mon père. Si on parle pas à mon père, on fait pas notre job. Mais il y a deux choses. Et comme journaliste et comme politicien. Oui, quand des intellos se parlent, quand des intellos, entre guillemets, quand des universitaires se parlent entre eux, il est normal qu'ils aient leur propre code, leur propre langage. C'est-à-dire, il y a un souci de précision conceptuelle, tout ça. Il y a un langage approprié, je dirais, à chaque univers, à chaque métier. Il est normal, quand j'entends des physiciens parler ensemble, que je n'y comprenne rien, et il est bien qu'ils se comprennent entre eux. Donc, la vie intellectuelle, en philosophie, en sociologie, a son propre langage. Une fois que c'est dit, quand on participe à la vie publique, on doit avoir un souci d'intelligibilité. Et je déplace le curseur vers Richard. Moi, j'avais écrit un papier une fois à la défense de Richard Martineau, où je disais que... je te remercie d'ailleurs. Je disais pas pour ça, mais je disais que une bonne partie de la population accédait à la vie publique, accédait au débat des idées à travers ses chroniques. Oui. C'est-à-dire qu'il réussissait à démocratiser dans le bon sens du terme, à rejoindre, à rejoindre une série de gens qui ne participeraient pas à la vie publique autrement et à travers lui accèdent à l'espace public. Le passage d'un vulgarisateur, j'en lis beaucoup de livres, puis je suis comme toi exactement. Un truc qui est très, très, très important pour moi, et je pense pour toute personne honnête, c'est d'être franc. De ne pas dire le contraire de ce que tu penses. Et à force, tu sais, ça fait 23 ans que je fais de la télévision. J'ai fréquenté les gens artistiques et tout ça. C'est incroyable à quel point ils sont hypocrites. Mais la quantité de gens le plus gros péché, le plus gros crime au monde, c'est l'hypocrisie. Il faut que tu dises ce que tu penses. Il n'y a pas Richard Martineau en ondes, Richard Martineau hors d'ondes. Il n'y a pas Mathieu Bock-Côté en ondes. Et ça, exactement ça. Mais ces gens-là, ils disent une chose, puis ils font le contraire. Richard, je t'ai lu récemment, puis tu parlais des gens qui allaient te voir en privé, puis qui disaient « oui, on est avec toi, Richard, mais dis-le pas en personne. Mais t'as raison, mais toi continue. » aussi, Mathieu, t'as parlé de ça, tout le monde en parle. Puis, Richard, je le sais, moi aussi, ça m'arrive tout le temps. Ouais. Puis, toi, t'es envoyé promener. Mais ils nous écœurent, les hypocrites. Moi, j'ai plus de compassion pour ces gens-là, parce que je me dis... Bon, c'est peut-être alimentaire, ils ont une famille à faire vivre, puis ils veulent pas être des parias, puis ils veulent pas être vus comme des extrémistes ou des fous ou des... Mais je leur pardonne. Mais je leur pardonne. Je pardonne leur lâcheté. Je pardonne leur lâcheté. Non, mais moi, je comprends Éric là-dessus, je suis assez d'accord avec lui, c'est-à-dire, pour être un lecteur, mais ça, de Miloche, d'Orwell, de Koestler, qui sont pour moi trois, pour décrypter la psychologie en régime d'homogénéité idéologique. Le plaisir, le devoir, premièrement, le plaisir d'être parmi ceux qui pensent bien est immense. Il décide tout simplement de chercher à négocier une dissidence discrète. Et c'est ce qu'il fait dans le milieu intellectuel que je connais. C'est le genre de confidence, si tu voyais ce que j'ai mis dans ma note de bas de page, non mais là, je les ai pas manqués. Et là, donc là, c'est une espèce de dissidence cachée dans une note de bas de page, un article académique discret, et t'as l'impression d'avoir montré ton zizi au régime. Bon, moi, je prends ça au sérieux. Je pense que le prix à payer est réel. Quand un artiste décide, un intellectuel, un universitaire, un journaliste décide de dire le contraire de ce qui est la morale prescrite en son milieu, il va en payer un prix professionnel, financier, universitaire, familial. Mais on paie tous un prix, on paie tous. Mais je ne peux pas avoir de respect pour quelqu'un qui n'a pas de couilles. On paye le prix. Je ne peux pas avoir de respect pour quelqu'un qui n'a pas de couilles. Tu peux pas demander aux autres ce que tu t'exiges, ce que tu exiges à toi-même. Je peux pas demander aux autres d'en avoir d'aussi grosses que les miennes. Tu veux dire ça comme ça? Moi, j'exige des choses. Celle de Richard. On est 4 personnes. Il y a 8 grosses couilles ici. Là. Absolument. Quand même. Là, puis moi, ça, c'est important. Là. J'aurais eu le courage de mes opinions. Point final. C'est tout ça, c'est une affaire. Mais on peut pas l'exiger des autres, c'est ça l'affaire. Mais tu peux pas l'exiger des autres. Ces gens-là, pourquoi ils viennent nous voir, pourquoi ils nous soufflent à l'oreille qu'ils sont d'accord avec nous? Parce que ça les dédouane, parce qu'ils ont un trop-plein. On est une espèce d'exutoire. Puis moi, je le prends positivement, Richard. Je sais que tu le prends hyper négativement. Mais non, mais c'est comme s'il donnait le ballon en disant, moi, je peux pas aller au but, mais marque un but pour moi. Mais c'est... À travers nous, ils s'identifient, ils ont l'impression qu'on est capable de faire quelque chose qu'eux sont pas capables.
Puis, en quelque part, c'est un témoin, c'est un hommage qui te rend, Richard. Attends une minute, Éric, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils te rendent hommage. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent mon amitié. Puis ils veulent aussi. Non, mais oui, le beurre et Ils veulent l'argent du beurre. l'amitié de leur gang. Ils veulent mon amitié à moi et ils veulent aussi appartenir à leur gang. Ils veulent les deux. Toi, Éric. t'as été annulé. Tu devais Ben donner oui, une conférence. Raconte au Cégep Je Bois de devais Boulogne. donner à Bois-de-Boulogne une ça. conférence. Ils m'ont annulé ça parce qu'ils disent que je suis contre les mesures sanitaires Précise, du gouvernement I Legault. égale l'administration. Moi, que la les direction, étudiants- la direction Ouais. du Cégep. Mais il y a 10 ans, je veux juste vous rappeler que moi et Jean-François Lisée, on a fait une tournée des cégeps de l'Université du Ouais. Québec où on faisait des débats. Aujourd'hui, Jean-François Lisée et moi, on est encore amis, on se parle encore, mais moi et Jean-François, on pourrait pas prendre la route puis commencer à faire le tour des cégeps des universités. On est trop controversés. Donc, on a on pourrait plus appauvri débattre. la qualité des débats Mais au qu'est-ce qui Québec. arrive quand tu peux plus débattre? C'est sûr que le niveau descend. On Mais- va niveler par le bas. Ben, en fait, c'est ça non, qui est mais en train de se tant que passer. tu peux plus Ce débattre, sont- c'est que tu combats, c'est le drame. Le débat civilise le désaccord. Quand le débat n'est plus possible, les gens rentrent dans une logique de guerre civile. Et là, c'est qu'on haït le camp d'en face. Je suis curieuse de savoir quelque chose. Vas-y. Les gens vont en politique pour un dossier. Je tout le pense monde. sincèrement qu'il y a une cause qui vous anime. Je pense, mettons, Véronique Yvon est allée en politique, puis elle a fait mourir dans l'indignité. Tu sais, tu peux te lancer en politique parce qu'il y a une cause. Tu dis, moi, je veux aller porter le ballon, puis je veux Ouais. marquer un but, puis c'est ça ma Ça, c'est cause. des mauvais Toi, politiciens. c'est quoi? Attends une seconde. C'est quoi ta cause, Éric? Pour moi, la chose la plus importante, c'est ce qui a fait que je suis devenu à droite, c'est ce qui a fait que j'ai écrit un premier livre, puis c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je retourne en politique. Ça a toujours L'iniquité été... entre les générations. Alors, explique c'est quoi l'iniquité, parce que Mais- c'est un mot à 3 syllabes, c'est pas tout le monde Moi, qui le comprend. Il y a juste Mathieu qui a de donner la définition, mais l'iniquité entre les générations, pour moi, c'est le fait qu'il y a une génération qui est passée avant, puis qui a comme détourné la mission de l'État, qui a endetté la prochaine génération, qui a fait que pour la première fois dans l'histoire du Québec, depuis qu'on on est arrivé sur le continent, pour la première fois, il y a une génération qui va vivre plus pauvre que ses parents. Et pour moi, ça, c'est pas acceptable. Parce que en tant qu'être humain, on veut toujours que l'avenir soit meilleur que le passé. On veut que nos enfants vivent mieux que nous. Pour la première fois, au Québec, on va rompre ce contrat moral qu'on a là. Un contrat moral c'est un mois, 2 mois à la mode ces jours-ci, mais il y a un contrat moral. Puis tous les parents qui nous écoutent le savent. On peut pas laisser moins à nos enfants que ce qu'on a hérité de nos parents. Mais c'est particulier Puis on est parce en que toi, train tu de prends le la faire. défense des jeunes et les jeunes sont pas pour toi. Les Ben- jeunes te démonisent alors que tu prends leur défense puis tu veux Écoute, qu'ils se portent mieux. quand on a 20 ans puis qu'on n'est pas socialiste ou communiste parce qu'on n'a pas de cœur, quand on l'est encore à 40 ans, c'est parce qu'on n'a pas de tête. J'ai Excellent. confiance Ouais. dans le temps, puis je pense que ces jeunes-là vont voir la lumière, mais pour moi, peu importe ce qu'ils C'est ta pensent, cause. c'est pas important que les jeunes soient avec moi. Pour moi, je suis pas là. Puis c'est peut-être pour ça que je serai jamais premier ministre du Québec, parce que moi, je suis pas là pour être électoraliste. Moi, mon but, c'est pas de gagner la prochaine élection, c'est de faire avancer le Québec puis de gagner le prochain débat d'idées. Et puis- Vraiment? Oui, vraiment. Mais Sophie, tu me connais. Non, ben, tu le si sais. vous non, voulez- je le sais. Si vous voulez être premier Penses-tu ministre, que il n'aurait j'irais- pas adopté la bonne stratégie jusqu'à présent. Là. Sophie, il faut que tu saches que François Legault m'a convoqué dans sa chic résidence à Outremont il y a quelques années pour tenter de me convaincre. Puis j'ai résisté au chant de la CAQ. Et Est-ce qu'on a un scoop, c'est ça? aujourd'hui, ben je pense pas, là, mais aujourd'hui, je pourrais me promener en limousine. Puis aujourd'hui, j'aurais pu, Tu serais ministre. ben probablement. Puis mais Tu pourrais gérer une pandémie. mais pour moi, ça ne m'intéressait pas parce que quand j'ai demandé à François Legault, est-ce que tu es de gauche ou de droite? Est-ce qu'un gouvernement de François Legault, 4 ans après ton élection, est-ce qu'il va y avoir plus ou moins de gouvernement? Puis il n'a pas été capable de me répondre. Il m'a dit, Ça, il n'y ça en a été aura pas rédhibitoire. plus, il n'y en aura pas moins, il va en avoir mieux parce que moi, c'est la gauche efficace. Écoute, j'ai failli me lever et partir à courir. Ouais. C'est un peu ce que j'ai fait dans ma tête. Ben, parce que tu voyais l'éléphant gouvernemental, puis tu t'es dit, il va pas faire un régime Pour minceur. moi, la CAQ, c'est une maison qui est bâtie sur des cure-dents. C'est Une belle image. Je trouve qu'ils n'ont pas de solage. Il n'y a pas de socle. Je sais pas sur quoi. Quand tu me dis c'est quoi un caquiste, ça mange quoi en hiver, la CAQ?
J'ai aucune espèce d'idée. Puis pourtant, je suis ça tous les jours, là. Ben, c'est une coalition. Fait Oui, mais une une coalition, Non, mais il a c'est... redonné la fierté au Oui, t'as un point Québec, sévère. là. Il nous a délivré d'un régime libéral. Défends-le, Mathieu, là. Vas-y. Il nous a délivré d'un régime libéral qui fondamentalement humiliait le Québec. Oui, mais on s'ennuie des libéraux, c'est pas des maudites farces. Hey, on s'ennuie pas de Gaétan Barrette dans le système de santé, là. Je parle pour toi. Éric, Christy. dans le système de santé, il y a personne qui s'ennuie de Gaétan Barrette. Lâche, Ben, attendez une minute, là. Ce qui s'est passé dans les CHSLD, Attends, là, sans ce oublier printemps, les c'est libéraux. pas à faire honneur à mais CAQ, cher là. ami, je te laisserai tes Mais ils ont perversions. hérité de ce que Sans Barrette oublier avait les fait. libéraux, pour moi, c'est une perversion qui t'appartient. Je te la laisse. Je vais rallier tout le monde. Tout le monde va se calmer, puis tout le monde on va être tellement zen, parce que je vais vous demander On de va être prêt pour choisir le dessert. entre framboise ou abricot. Alors, Framboise, c'est possible, mais si quelqu'un le veut, je lui laisse. bon, ben, quel homme conciliant. Prendons la framboise. Moi, Merci Éric. infiniment. Bonne Moi, je région. prends ce qui reste. Oh, mais non, t'es Ben, trop il est chef du gentil. Parti conservateur, pas pour rien. Mais Alors, framboise. c'est quoi le rapport? C'est ce Ben, qui dis donc reste. ce que tu penses. Framboise ou abricot, Éric? Ça me dérange pas, Sophie. Bon, ben, prends donc abricot, parce que moi, j'ai le goût de manger de la Bon, framboise. tu vois, c'est ce que je voulais que tu fasses, c'est que je voulais En que tu fait, parce que choisisses. je connais mon mari, Non, puis je sais je- qu'il Ah. rêve de manger Non, de je la veux pas framboise. framboise, j'aime abricot. moi. Ah, il veut abricot. Ouais, je veux Tu- abricot. Ah, ben, moi, je pensais que ça faisait 18 ans qu'on se connaissait. Sophie, puis Tu as finalement- mal évalué les désirs de l'électorat. Bon, Sophie, ça choisit. OK, regarde, je te donne ma framboise, Éric. Non. On peut c'est me Sophie citer qui là-dessus. choisit. Sophie dit à Éric. Elle a je bien te donne choisi ma son fruit, hein. framboise. Faut qu'il y ait des policiers, des contraventions, des stops et des lumières rouges, sinon les gens ne le feront pas. Et toi, tu dis, Éric, les gens sont suffisamment responsables et vont arrêter Oui. au carrefour. Ça, c'est la philosophiquement, là. Est-ce que vous avez confiance en l'individu ou si vous avez confiance en l'État? Puis ça, ça revient on revient encore aux divisions gauche-droite, là. Moi, je suis de ceux qui croient que, par exemple, pendant la pandémie, si on avait éduqué les gens plutôt que de leur faire peur et les menacer, on aurait eu des meilleurs Éric. résultats. Éric, il y a eu une grosse panne d'électricité à New York. Oui. Pendant 3 jours, New York était plongé dans le noir. C'était l'enfer. Il y avait plus de système d'alarme dans les commerces. Les policiers étaient pas là. C'était du pillage. Des C'était viols. des meurtres. C'était des viols. OK, pendant 3 jours. Pourquoi? Parce que les policiers étaient plus là. Il y avait L'être plus de humain système était laissé à d'alarme. lui-même. Et l'être humain était laissé à lui-même, sans coercition, Ouais. sans police. Et c'était le foutu crise de bordel. Ah, ça, moi, je suis très hobbésien. C'est-à-dire Hobbes, la grande figure, le Léviathan, l'auteur du Léviathan, qui dit l'homme est un loup pour l'homme. Et il dit que la passion la plus forte chez l'homme, c'est la peur de la mort violente. Moi, je crois là-dessus que fondamentalement, l'homme n'est pas civilisé par lui-même. Il y a toujours la peur, les institutions, la civilisation, la peur de la police civilise l'homme. Ensuite, il y a un bon usage de la peur, un bon usage de la coercition. Et autant je crois aux institutions, autant je crois au principe de civilisation, autant je pense qu'on doit quand même concéder des espaces de liberté en toutes circonstances. Ça, j'en suis convaincu. Mais je suis de ton côté sur le plan. Moi, je suis de ce point de vue très catholique, très chrétien. Je crois au péché originel, pour le dire aux autres. Je pense que le mal est dans le cœur de l'homme. La grande erreur de ce qu'on Tu appelle vis la dans le gauche. péché, c'est ça que tu viens de dire? Oh non, c'est pire que ça. Je pense que nous y sommes tous. Ils sont complets dans le péché. La grande erreur des progressistes, c'est de croire qu'il suffirait de déloger telle institution, donc le capitalisme, le socialisme, le patriarcat, l'homme blanc hétérosexuel. Et il suffit de le faire tomber pour qu'advienne le paradis sur terre. Bien sûr que non. Même dans le cœur le plus pur, il y a la trace du mal. Ça, j'en suis Mais convaincu. les libertariens aussi, enlever l'État et tout va aller bien parce que l'homme c'est un rousseauiste. L'homme est Oui. fondamentalement Ben, c'est ce que disait bon. Bastien. C'est ça que tu Mais crois, oui, c'est toi. sûr que moi, je Tu crois crois que que l'homme est fondamentalement Oui, bon. je crois à la bonté Et moi, de l'homme. je suis un sadien. Je crois que l'homme est fondamentalement mauvais. Moi, je pense que l'homme est fondamentalement médiocre. C'est-à-dire que laissé à lui-même, il est ni exceptionnel, ni absolument mauvais. Il est un peu Il est paresseux. tout simplement un peu décevant et paresseux. Mais c'est Bastia, qu'Éric doit aimer, le philosophe français, Absolument. l'économiste français, il croyait on fait sauter l'État et vont se réconcilier les intérêts légitimes. Mais- bon, le problème, Attends, c'est mais l'harmonie Bastia, des intérêts t'as mal lu légitimes. Bastia, là. Time out. Bien sûr que je l'ai lu Bastia. Le problème, moi, je l'ai attaqué Bastia, bien un siècle et demi plus tard, parce que tout le débat consiste à savoir quels sont les intérêts légitimes. C'est pas les mêmes, on n'en a pas la même définition. Apparaît la nécessité de l'État, apparaît la nécessité des autorités publiques. Mais Bastien nous a dit plein de choses. Hein. Il nous a dit aussi, là, rappelle-toi, ce qu'on voit puis ce qu'on voit pas. Mhm. Et la crise actuelle, pour moi j'ai beaucoup pensé à Bastia au cours des derniers mois parce que ce qu'on ne voit pas et ce qu'on voit
moi, j'ai l'impression que ce qu'on voit est très petit par rapport à ce qu'on voit pas. Ce qu'on voit pas, par exemple, quand on fait du délestage dans les hôpitaux, aujourd'hui, aujourd'hui, je sais pas quel jour vous écoutez la balado, là, mais il y a quelques jours ou il y a quelques semaines, il fut un temps où on a appris que les gens, notamment, qui ont le cancer, le pourcentage de gens qui vont décéder au cours des prochains mois, à chaque mois, va excéder peut-être par 4 ou par 6 le nombre de gens qui vont être décédés de la COVID. Et là, on n'a pas parlé des faillites, on n'a pas parlé des suicides, on n'a pas parlé des dépressions, on n'a pas parlé du décrochage scolaire. Ce qu'on ne voit pas. Et moi, ce qui m'écœure le plus de la crise actuelle, c'est que j'ai l'impression que les gens qu'on est en train d'attaquer, puis les vrais, moi je les appelle les sacrifiés de la COVID, c'est les gens qui ont le moins de micros comme nous, puis qui sont déjà les plus mal pris de la société, puis qui vont le plus souffrir et payer pour les mesures sanitaires. Ce que moi j'appelle, puis je sais que t'aimes pas le mot, là, moi j'appelle ça de l'extrémisme sanitaire. Mais quand on empêche la serveuse de travailler dans un restaurant qui vit dans un 2,5 avec ses enfants monoparentales, puis qui n'a pas de balcon, elle, là, elle paye beaucoup plus quand le premier ministre dit qu'il confine que n'importe qui ici autour de la table. Et pour moi, cette crise-là, c'est facile pour nous. Il n'y a pas un fonctionnaire qui nous écoute là, qui a perdu une scène dans cette crise-là. Les gens qui ont perdu, là, c'est ceux qui avaient déjà le moins dans notre société. Puis ça, il n'y a personne qui parle de ça présentement. Tous les soirs, quand on écoute le téléjournal, on voit les cas de COVID, on voit les décès, on voit les hospitalisations, on voit les soins intensifs. On ne voit pas les effets secondaires, les dommages collatéraux. Tout ce qui est en train de se faire dans la société. Puis Bastia parle de ça. Quand il parle de la vitre cassée, puis de... Et pour moi... Es-tu en train de citer un intellectuel, Éric? C'est moi qui le fais d'abord. Non, c'est moi. Moi, je cite Mathieu Bock-Côté. Mais... Qui cite un intellectuel? T'as failli me prendre, là. Mais... Coupable. Presque en terminant, parce qu'il est tard. Le temps passe vite en bonne compagnie. Mais le problème, c'est que c'est un virus contagieux. Oui. Si on ne prend pas des mesures que tu appellerais extrémistes, mais claires et sévères pour le contenir, on risque de tout y passer, alors que le suicide et la dépression, ce n'est pas contagieux. On risque pas de tout y passer. Il y a personne ici qui va y passer. Je n'ai pas contagieux. Je peux être à côté d'un gars dépressif, je ne pognerai pas la dépression. C'est pas la même affaire. Non, c'est exponentiel. Attendez, là. Ça dépend de quel dépressif tu parles. N'importe quel enfant au Québec aujourd'hui a 7 fois moins de chances de mourir de la COVID que de la grippe. On n'a jamais confiné personne pour la grippe au Québec, là. Puis on a des clientèles à risque. On sait que ce virus-là attaque en priorité des gens très vulnérables. Puis ces gens-là, on les a mal protégés. C'est-à-dire qu'il aurait mieux fallu confiner les gens à risque. Protéger les gens à risque. Comorbidité, on le savait fragilité avant du même système qu'il arrive immunitaire. ici. Rappelez-vous quand il était en Italie, avant même qu'il y ait eu un cas au Québec, on nous disait que la moyenne d'âge était au-dessus de 80 ans. On savait que c'était les personnes âgées qui étaient les plus vulnérables. C'est celles qu'on a le moins protégées. Est-ce qu'on protégées. les a protégées? Non. On les a désertées. Puis moi, c'est ça que... Puis je sais qu'au début, on pouvait pas tout prévoir, puis on voyait des images qui nous venaient de Chine qui étaient complètement mensongères, où on voyait des gens tomber dans la rue, pareil, comme si tu tombes d'un pomme, puis on pensait qu'ils crevaient de la COVID, alors que aujourd'hui, on sait que ça n'a aucun rapport, là, c'est pas comme ça que les gens meurent. Mais on n'avait pas de connaissances. Mais la deuxième vague, là, on n'a plus l'excuse de pas le savoir. Mais je te parle pas de mourir. Moi, je te parle, tu as vu les gens, là, qui ont des paralysies faciales, qui ont des problèmes pulmonaires. Moi, je connais la blonde d'un de mes amis. Elle est à terre là, depuis des mois. Elle n'est pas morte. Elle est dans les cas. Elle n'est pas dans les décès, mais elle est dans le lit tout le temps. Là, depuis des mois, elle ne peut pas marcher. Elle ne peut pas monter un escalier. Elle ne sait pas combien de temps ça va durer. Richard, on n'a aucune compassion idée. pour elle. Tu veux... Non. Mais je veux juste te dire que quand un gouvernement... Puis elle est jeune, elle est en santé. Quand un gouvernement prend une décision, c'est pas la santé publique qui doit prendre les décisions. C'est des gens qui sont élus démocratiquement par nous. Et ces gens-là doivent faire l'équilibre entre les avantages et les inconvénients. Quel est le coût qu'on a fait payer à certaines catégories de notre population pour contrer la COVID? Est-ce que ce coût-là était exagéré pour eux par rapport aux bénéfices?
Puis je sais que c'est hyper cruel ce que je dis là. Je suis pas en train de dire que Attends une minute, OK. T'es en train de dire les gens, les vieux, ils seraient morts de toute façon. Attends une minute. Si on avait cette... OK, là, tu vas être fâché, mais je pense que Mathieu va me comprendre. Si on avait cette idée-là pendant la Deuxième Guerre mondiale, oh là là, oui, mais si on bombarde quand même, on va tuer là, combien d'innocents on va tuer là-dedans, là? Si on bombarde Dresde, et si on fait Hiroshima, et si on bombarde des villes en France et tout ça, quand même, on va peut-être faire plus de victimes que le nazisme lui-même, donc on ne fera rien. Tu comprends? À un moment donné, on est en guerre. Il va y avoir des victimes, c'est sûr et certain. On est en guerre contre un virus. C'est celui-là. Là, je veux dire quelque chose que tu n'aimeras pas non plus. Là. À un moment donné, le docteur Arruda a dit une vie humaine, c'est une vie humaine, puis toutes les vies sont égales. Puis moi, je considère que ma vie, avec la vie, par exemple, de votre fils ou n'importe quel enfant, est pas égale. Pour moi, la vie humaine, c'est le nombre d'années qui te reste à vivre. OK? Et, ouais? Ben, s'il te reste une année à vivre, est-ce que ta vie vaut la même que celle de ton enfant? Ben, je m'excuse, entre un vieux qui était gentil toute sa vie, qui est sage et tout ça, vous avez un jeune con, un jeune dégueulasse. Un criminel, un jeune criminel. La vie du gars de 80 ans a plus d'importance. Mais non, mais dans ce sens-là, oui, mais là, c'est qualitatif. Mais je te parle objectivement. De l'extérieur, on peut pas savoir qui est le criminel puis qui l'est pas. Là, on sait pas si c'est le vieux si c'est un criminel ou si c'est le jeune. Mais la vie humaine, c'est les années qui te restent à vivre. Pour moi, c'est quand on évalue une vie, c'est comme ça qu'il faut l'évaluer. Et OK, c'est raide. Ben c'est raide, mais c'est la réalité. Une vie, moi, ma vie, elle vaut moins... Donc, on ne devrait pas sacrifier la vie de gens qui ont 20 ans. Ma vie, elle vaut moins que celle d'un enfant de 5 ans. Un enfant, aujourd'hui, on me dit que ma vie est égale à celle d'un enfant de 5 ans, je m'excuse, mais non. Moi, j'ai vécu une partie de ma vie. L'enfant de 5 ans ne l'a pas vécu. Mais c'est exactement ce que les jeunes disent. C'est cruel. C'est un dilemme éthique là, que je vous pose. Non, t'as un étrange calcul là-dessus. C'est-à-dire, pour reprendre ta logique qui n'est pas la mienne, il y a la situation des gens en fin de vie que la COVID n'a été qu'un accélérateur de quelques semaines. Mettons, là, c'est pas mon point de vue, mais c'est le tien. Quelqu'un qui meurt en phase terminale, puis quelqu'un qui meurt à 18 ans, mais c'est pas la même laissons ça de côté. Nos sociétés, on parle toujours, il y a un mot qu'on a tous appris cette année, ou si on l'a pas appris, on l'a utilisé, c'est comorbidité. Des conditions préexistantes. Ouais. Ça, là, il y en a partout, dans tous les âges et tout ça. Je peux comprendre qu'en ce moment, et plus on sort de la crise, plus il faut cibler les populations à confiner et tout ça. Passe encore. Mais en temps réel, ce que tu nous demandes, c'est une forme de darwinisme terrible. Non. C'est de l'eugénisme, quasiment. Non. Tu peux pas, Éric. T'es en train de dire que si les vieux sont à risque d'attraper la maladie, c'est moins grave que si un jeune est à risque d'attraper, donc on va moins les protéger. Non, mais je veux juste répondre à ça, là. C'est pas ça mon point, Sophie. C'est dire que quand on dit à un jeune, tu peux plus aller jouer au hockey dehors avec tes amis sur la patinoire. Quand on dit à un jeune... C'est un petit sacrifice. Attends une minute. Quand on dit à un jeune, tu vas passer ta journée devant l'écran plutôt que de faire du sport puis de bouger puis tout ça. C'est pas un petit sacrifice. Quand on dit à un jeune, on va te scraper l'Halloween, on va te scraper Noël. On te demande ça pendant 9 mois, pas pendant 25 ans, Éric, là. OK. Ma mère m'a dit quelque chose, c'était son anniversaire la semaine dernière, je la salue, elle a eu 73 ou 74, je vais pas me tromper. Ma mère m'a dit, Éric, il nous reste peut-être, ton père et moi, 4-5 ans de vie très active où on peut en profiter pleinement. Et on est conscient de ça. Là, on en a perdu une. On n'en perdra pas deux. Mais tout le monde en a perdu une. Et là, elle a dit, on n'en perdra pas deux. Puis pour moi, elle est prête à prendre le risque. Puis elle est prête à... Là, elle s'en va dans le sud. Là. Elle a décidé de s'en aller du Québec parce qu'elle veut pas être confinée. Puis qui sommes-nous pour juger? Quand il te reste 4-5 ans de ta vie, est-ce que tu es prête à prendre 2 ou 3% de risque? Mais si ta mère attrape la COVID là-bas, puis qu'elle va venir ici, puis qu'elle va être à l'hôpital, puis que parce qu'elle a rattrapé la COVID en Floride, ma mère, qui peut-être a des problèmes de santé, pourra pas être traitée à cause de ta mère qui a décidé d'aller en Floride. Pensez aux autres, là, Christy. Écoute, voyons, on pense pas avec ton nombril. La logique des droits individuels absolutisés atteint ces limites-là, je pense. Mais elle atteint ses limites, mais la logique des droits collectifs aussi, à un moment donné, abrime celle des individus. On traverse une période tragique. Le propre des périodes tragiques, c'est suspendre la situation ordinaire. Il faut sauver un système de santé qui permet, au-delà de la COVID, de soigner des gens qui ont bien des maladies en tant que telles. Je pense que c'est important. On traverse une période où on demande, oui, à tout le monde un effort désagréable, très désagréable, extrêmement désagréable, mais la mort en tant que telle, c'est un petit peu plus que désagréable, c'est définitif.
encore une fois, ça frappe, oui, des populations en particulier plus âgées, mais pas seulement. Non, mais attends, mais Mathieu, toi, là, t'as 40 ans de vie active qui te reste devant toi. Ma mère, il en reste 4. Toi, pour toi, là, c'est 10 fois moins important. Ouais, mais je reviens à ce que c'est pas Sophie comme a ça que ça dit. se pose. Mais mathématiquement, c'est comme ça que ça se non, calcule. je pense que là, t'as une vision un peu d'Arwin. Non, j'ai une vision comptable. Comme François Legault. Mais exagérément. Ouais, mais il n'y exagérément a pas juste comptable. les chiffres dans la vie. Il y a quelque part un principe d'humanité qui se perd là-dedans. Puis je pense pas que tu manques d'humanité, c'est pas ce que je dis. Je pense vraiment que ta vision en ce moment, puis je crois pour vraiment le vrai défi, c'était dans la mesure où la pandémie est là pour rester, il faut s'assurer d'être capable de la traverser sans sacrifier exagérément les libertés et les relations sociales. Mais combien de temps ça va durer? Mais ça durera le temps que ça durera. C'est un point d'interrogation. Non, mais ça va. S'il y a des gens qui respectent pas, plus il y a des gens qui respectent pas les règles, plus longtemps ça va durer. Moi, je suis assez pessimiste. Moi, les gens respectent, plus ça va être long. Non, mais attends une minute, on s'est fait dire, même s'il y a le vaccin, on va garder le masque, on va continuer à avoir les mesures. Oui, mais le masque, Éric, c'est quand même pas compliqué. Non, je sais. Moi, c'est comme quand il y a eu le sida, les gens ont dit il faut porter le condom. Ben oui, j'espère. Est-ce que c'est plate de porter le condom? Oui, mais c'est soit ça, soit t'attrapes une maladie puis tu vas en mourir. C'est un sacrifice. Le masque, c'est quand même pas le goulag, comme dirait René Lévesque. Non. Ben oui. Mais la question, c'est sachant que cette cochonnerie-là est là pour durer, il fallait être capable de trouver une manière pour traverser la période de la manière la plus sécuritaire sans pour autant fermer des pans entiers de l'économie. Ça, c'était ma conviction. Ensuite, il pouvait en avoir d'autres, c'est très bien, puis il y a des gens plus compétents que moi pour gérer ça. Là où il y a ça, ce que tu dis, c'est quand tu dis, il y a des gens qui sont presque condamnés et leur vie pèse moins dans la balance, je peux pas accepter ça. Non. C'est contre l'éthique même, j'oserais me dire, pardonne le terme, j'y reviendrai une deuxième fois dans ça, mais c'est contre l'éthique chrétienne dans ce qu'elle a de mieux, dans ce qu'elle fonde notre civilisation, l'égalité de la dignité de la vie de chacun. Mathieu, un enfant, un bébé qui naît aujourd'hui a pas plus de valeur selon toi que nous? C'est pas comme ça que ça se pose. Éric Duhem, t'es allé à New York? Oui, OK, évidemment. Chaque fois que je vais à New York, moi, je passe toujours par le Guggenheim. Le musée Guggenheim, qui est magnifique, qui est un chef-d'œuvre. Je sais ce que tu veux dire. Il avait 90 ans. L'architecte. Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright, quand il a fait le Guggenheim, il avait 90 ans. Même s'il n'y avait pas fait le Guggenheim, il a juste donné des papermans à ses enfants, à ses petits-enfants. Ça serait déjà honorable aussi. Des peppermans! Non, mais ça fait longtemps que je n'ai pas mangé, tu me donnes le goût. On est à la fin du repas, ça serait délicieux. Oh, ben là, c'est peut-être là-dessus qu'on va faire notre conclusion. Hey, merci beaucoup, les amis. Merci. Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Séguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon-La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.